Bonjour Emmanuel Dubarroux. Bonjour Vincent Roux. Avant de commencer, on va jeter un coup d'œil sur un coup de théâtre. C'est ce qui s'est passé ce jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Votant 131, exprimé 127, majorité 64 pour 65 contre 62. L'Assemblée a adopté. Le 86 est donc tombé. Je vous annonce que sur les amendements 252 et 410, je suis saisi de demandes de scrutin public qui sont annoncées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, ces deux scrutins que je viens d'annoncer sont tombés. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, nous venons de voter un moratoire sur les énergies renouvelables qui est une catastrophe économique et industrielle. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, je crois que c'est de droit, une suspension de séance pour que chacun retrouve ses esprits, Monsieur le Président. Alors, ce que le ministre appelle une catastrophe économique et écologique est un moratoire, effectivement, sur les éoliennes et le photovoltaïque. C'est passé sous le radar des médias. Absolument. Alors, et ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. Est-ce que ça a fait le buzz ? Alors, ce qui a fait le buzz, c'est la réaction éplorée de Sandrine Rousseau en robe noire, qui avait l'impression d'avoir enterré sa mère le matin même. Elle était très triste, elle était choquée et profondément mal à l'aise avec ce vote. Mais c'est quand même une grande victoire pour le RN, ce vote à l'Assemblée hier. Et par ailleurs, vous mentionnez... des amendements LR, d'ailleurs. Oui, mais alors ça a été voté conjointement LR et RN. Et vous mentionnez dans votre introduction le décalage entre les responsables politiques et les électeurs ou les citoyens. Et bien, quand on regarde le sujet des consultations locales sur les projets de parcs éoliennes en France, il y a eu 80 votes vocaux depuis 2010, 74% d'entre eux, enfin 74% de ces 80 votes ont abouti à un non des électeurs sur ces sujets-là. Donc plus de 80% des projets qui sont soumis au vote à l'échelle locale sont refusés par les Français. Donc là, les Français ne veulent visiblement pas de parcs éoliennes près de chez eux, et les députés ont visiblement voté en ce sens. C'est intéressant parce qu'il y a en ce moment beaucoup de mobilisation par rapport à des parcs éoliennes. Ça se passe en Normandie notamment. Ça se passe également dans d'autres régions. Dans le sud-ouest, par exemple, vous avez tout un mouvement dans les forêts de Dordogne contre l'installation d'éoliennes dans une région qui s'appelle la Double. Et il y a une hostilité générale. Et malgré cette hostilité générale, on voit que les projets continuent parce que il faut dire aussi que les maires ont des dispositions qui leur permettent d'installer ces éoliennes ou bien les panneaux photovoltaïques où il y a une colère en tous les cas qu'on voit notamment là cette fois-ci j'ai pu voir ça en Charente, mais il y a dans d'autres départements. Dans le Pays d'Auge aussi, on dans voit. Dans le Pays d'Auge, il y a des hostilités. C'est difficile de se promener en voiture à la campagne maintenant sans voir un panneau non au parc éolienne ou de photovoltaïque. Absolument. Que peuvent justement penser les Français de la mesure qui a été votée hier ? Est-ce qu'ils pensent, comme le ministre, qu'il s'agit là d'une catastrophe économique, industrielle et écologique? Alors pour le moment, on n'a pas le recul sur le vote d'hier, mais pour le moment, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup vu plutôt des sympathisants de droite ou des sympathisants souverainistes qui se satisfaisaient beaucoup de cette mesure. On n'a pas encore trop vu les réactions des sympathisants d'Emmanuel Macron ou même des députés. On a vu quelques réactions de députés Renaissance qui étaient assez remontées contre la mesure, mais Jean-Philippe Tanguy le disait sur X ce matin, il n'y avait personne à l'Assemblée hier. Le RN et les LR étaient tout simplement plus nombreux, donc ils n'ont, comme le dirait le député RN, que leurs yeux pour pleurer, ils n'avaient qu'à être là en séance pour s'opposer à ce vote. Alors, je vous pose la question parce qu'un autre coup de théâtre s'est produit ce mardi, et toujours, et c'est sur le même projet de loi, ce sont des amendements et des articles qui concernent la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit donc décider du programme énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Et une mesure était centrale. Là, cette fois-ci, on parlait de la PPE. Il y a une autre loi qui a été votée mardi, qui est la loi de simplification, qui pose d'ailleurs certains sujets qui sont passés sous les radars, notamment qui inquiètent beaucoup les historiens, parce que il y a des questions concernant les fouilles archéologiques, et sans doute il y aura peut-être des amendements à prévoir intéressant. au Sénat sur ce sujet. Maintenant,
l'un des points essentiels de cette loi de simplification énergétique était la suppression des zones à faible émission, des ZFE, et elle a été adoptée à une courte majorité. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité est courte concernant cette suppression des zones à faible émission. Or, l'opinion publique est, elle, beaucoup plus largement favorable à cette suppression. L'écart dans la réalité de l'opinion est beaucoup plus grand que ce qu'on a vu à l'Assemblée. C'est ce qui frappe à la lecture donc, du sondage que vous avez réalisé avec l'Institut Odoxa concernant la suppression des ZFE et la loi de la simplification de la vie économique. Oui, absolument, parce que 64% des Français sont satisfait de la suppression des ZFE. Et vous le disiez très justement, à l'Assemblée, le vote est passé d'une courte majorité. Je crois que c'est 5 ou 6 voix d'avance pour le vote du projet de loi. Vous le disiez, coup de théâtre, mais aussi théâtre un peu de l'absurde, où des députés Renaissance sont venus à voter contre un texte porté par leur gouvernement pour faire tomber cette suppression des ZFE. Donc il y a un grand bougli-boulga qui est difficilement compréhensible, et quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte du fossé qui sépare le vote des députés et les aspirations des sympathisants de ces mêmes partis. Je prends pour exemple le groupe LFI à l'Assemblée, ils sont 71 députés, 66 ont voté pour du coup les ZFE, alors que chez leurs sympathisants, 61% d'entre eux sont contre les ZFE. Donc il y a un vrai décalage, et c'est pareil même, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est pareil chez Renaissance, où le groupe parlementaire du coup a voté pour le rejet du texte pour éviter cette mesure, alors que leurs militants et sympathisants sont à 72% pour la suppression des ZFE. En fait, il n'y a que les sympathisants écologistes qui sont pour les ZFE. C'est ce qui est très très frappant sur cette mesure sur les ZFE, on va peut-être le redire, c'est que hormis les écologistes, tous les segments de l'opinion sont contre cette mesure. Absolument. Et ce qui est très frappant, c'est quand on regarde l'état de l'opinion chez les sympathisants LFI et chez les sympathisants PS, c'est l'écart qui existe entre ces sympathisants et leurs représentants, les élus de ces partis à l'Assemblée nationale. Quasiment tous les députés LFI ont voté contre la suppression des ZFE, contre cette loi de simplification économique. Quasiment tous les candidats, ou à quelques exceptions près, en tous les cas je ne les ai pas trop vus, députés PS, ont voté contre la loi de simplification économique et contre la suppression des ZFE. Mais sachant que les ZFE sont aussi un sujet qui est porté en étendard par tous les maires Europe Écologie Les Verts en France, et il y a quand même beaucoup de mairies, Bordeaux, Lyon, Grenoble pour ne citer que, qui sont quand même dirigés par des membres de l'Alliance du Nouveau Front Populaire qui sont en pointe, enfin en tout cas pas en pointe, mais très en avance de phase sur ces sujets écologiques. Mais ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est ce rejet brutal de l'écologie qu'on appelle punitive. C'est pas un sujet nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle, mais sur le sujet des ZFE, c'est particulièrement vrai. Les gens en ont marre de ces contraintes imposées par une caste politique déconnectée. Et ce qui est frappant, c'est que ces députés sont déconnectés de leur base militante. Ça veut dire que quand ils vont dans la circonscription le samedi, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs administrés ? Question, par contre, alors peut-être que le sondage n'y répond pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même à faire un focus à un moment ou à un autre pour savoir si les électeurs urbains de ces partis étaient favorables aux ZFE ou pas. Autrement dit, est-ce que ça ne risque pas d'être un sujet pour les élections municipales ? Ça risque d'être un sujet dans les grandes villes qui en ont parlé, mais très, très sincèrement, quand on regarde le sondage dans les détails, quelle que soit la catégorie sociale ou le statut actif-inactif, les gens sont contre les ZFE. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel les gens sont très clairs, ils n'en veulent pas. Et quand on regarde, quand on regarde pourquoi ils n'en veulent pas, il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a un vrai sujet d'inégalité sociale et d'inéquité. Et 70% des Français pensent que les ZFE sont injustes, et notamment en direction des moins aisés. Et c'est là où ça rejoint du coup un peu ce qu'on disait sur les sympathisants de la France Insoumise. Quand on regarde qui vote pour la France Insoumise, 68% des gens qui ont voté pour la France Insoumise à la présidentielle de 2022 gagnent moins de 2 000 € par mois. Donc évidemment, ces gens-là ne vont pas racheter une voiture neuve pour aller travailler en ville. Donc il est logique qu'ils soient contre. Donc c'est ce vrai sujet d'inégalité envers les moins aisés, c'est ce qui marque le plus les Français. Et après se pose la question, et là les Français sont beaucoup plus partagés parce que le sujet est quand même beaucoup plus difficile, sur l'efficacité réelle
de ces ZFE pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et là, c'est quasiment du 52% des Français pensent que c'est inefficace. Mais c'est plus mesuré parce que le sujet est plus difficile et personne n'a un avis d'expert sur le sujet. Il y a au fond, ce que vous dites et ce que vous avez dit, une vraie colère contre l'écologie punitive et surtout quand on regarde les réseaux sociaux, contre la verticalité de ces mesures. En particulier, on pointe notamment la technocratie écolo-punitive. Ouais. Tous ces fonctionnaires ou hauts fonctionnaires qui se trouvent dans les préfectures ou dans les directions régionales et qui sont à la fois anonymes qui sont très contraignants pour un certain nombre de... Bien sûr, mais c'est un sujet qui remonte et quand on regarde déjà en termes de volume sur les ZFE, on a on a 250 000 réactions sur les réseaux sociaux en une semaine sur le sujet, donc c'est un sujet qui a vraiment intéressé les Français. C'est pas un sujet à la marge, c'est un sujet sur lequel à la fois des leaders d'opinion, comme on peut les appeler, se sont exprimés et ont généré un peu un mécontentement. Alexandre Jardin, on y reviendra, mais aussi des anonymes, des monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, qui ont commenté sur les réseaux sociaux ce vote. Et quand on parle d'écologie punitive, sur la séquence qu'on vient de voir, les perdants sont clairement identifiés par les Français. C'est Gabriel Attal en premier lieu, et ensuite Agnès Pannier-Runacher. On pourra y revenir, mais Agnès Pannier-Runacher cristallise un peu tout ce que les gens ne veulent plus voir au sujet de l'écologie, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et il y a 3 choses. Les gens en ont marre de l'écologie de la peur. Et quand on écoute Agnès Pannier-Runacher et certains ministres du gouvernement, on justifie les ZFE parce qu'il y a 40 000 personnes en France qui meurent chaque année à cause des conséquences de la pollution atmosphérique. Sauf que personne n'est assez bête pour croire que la simple instauration de ZFE dans 3 villes de France va résoudre ce problème-là. Donc il y a ce vrai sujet de faire peur aux gens en disant vous allez sauver 40 000 vies en mettant les ZFE, mais ça, personne n'y croit. L'écologie punitive, on en parlait, les ZFE, le diagnostic de performance énergétique aussi, les gens n'en peuvent plus de ces sujets-là, sur les réseaux sociaux en tout cas. Et après, le discours alarmiste. Donc le discours alarmiste, je crois que Madame la Ministre était hier chez vos confrères de France Inter. Elle parlait de la météo et de la canicule qui s'abat en ce moment sur la France, et elle expliquait que dans 50 ans, ce sera comme ça tous les jours. Mais les gens lui répondent justement, qu'en savez-vous, pourquoi ce discours alarmiste alors qu'il est basé sur absolument rien. Donc il y a 3 choses, l'écologie de la peur, l'écologie punitive et le discours alarmiste. La combinaison de ces 3 facteurs énerve beaucoup les Français sur les réseaux sociaux. Le mouvement de colère, il y a un mouvement de colère, c'est ce qui ressort également de ce sondage, et il est encore présent, et il ne demande qu'à se réveiller, notamment sous la forme gilet jaune. Absolument. En fait, l'étincelle, c'est Alexandre Jardin que vous avez reçu sur votre plateau plusieurs fois et qui s'est exprimé dans beaucoup de médias récemment sur cette rhétorique des gueux, sur le fait que c'est absolument ce que vous disiez, cette technocratie qui gouverne contre le peuple. Et ça, c'est la rhétorique d'Alexandre Jardin. Il est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, il est beaucoup repris. Alors ça, c'est le discours effectivement d'Alexandre Jardin. Ouais. Est-ce qu'il y a également dans cette colère, dans ce rejet, dans ce refus, une mise en cause de la bureaucratie? Alors on le voit beaucoup parce que c'est quand même un sujet qui est repris dans beaucoup de médias. Et pas que sur les réseaux sociaux. On parle des petits hommes gris partout sur les réseaux sociaux, de ces fonctionnaires qui imposent des taxes ou ces députés qui créent des taxes ou des interdictions sans mesurer vraiment l'impact des décisions qu'ils prennent ou qu'ils votent. Et ça, les gens sur les réseaux sociaux, vous avez quand même beaucoup de gens qui connaissent. Alors sur les réseaux sociaux, il faut dissocier 2 catégories d'internautes. Il y a à la fois les gens comme vous et moi qui s'informent et qui prennent le pouls de l'opinion sur les réseaux sociaux en suivant certains comptes. Et il y a aussi des experts, des économistes, des experts thématiques sur des sujets très précis et qui, eux, sont énormément suivis. Et sur les ZFE, sur des sujets comme les retraites ou le budget par exemple, c'est très visible et ces gens-là prennent la parole et expliquent que ce que font les députés n'a aucun sens et les gens les suivent, les retweetent, les relaient et ça crée un mouvement de contestation de fond. On l'a vu sur les ZFE, vous parlez de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça va remonter, c'est en train de remonter déjà sur le sujet et enfin probablement d'autres sujets qui vont arriver dans le futur. Oui, ce qui est intéressant notamment maintenant si on regarde d'un point de vue un petit peu plus politologique ce qui s'est passé sur la mesure concernant la loi de simplification économique et le mouvement qui a été incarné ou en tout cas emmené par Alexandre Jardin, c'est qu'il combine 3 leviers. Il y a bien évidemment l'opinion, les réseaux
et les élus. Oui, absolument. Alors, la stratégie d'Alexandre Jardin sur les réseaux sociaux, elle est intéressante parce que lui, il a accès aux médias, quand même. C'est une personnalité qui est reconnue, qui est assez institutionnelle, même si son discours ne l'est pas, mais qui fait partie du sérail et qui a toujours été présent dans les médias depuis de longues années. Donc, il a accès aux médias. Donc, lui, il va plutôt utiliser les réseaux sociaux pour se faire l'écho et faire une caisse de résonance et s'appuyer, pour diffuser un peu son message. Il ne va pas se servir des réseaux sociaux pour faire émerger un sujet. Il y a d'autres sujets contestataires dont on parle beaucoup en ce moment, qui, eux, sont nés sur les réseaux sociaux et qui ensuite infusent auprès des politiques et du coup des médias. Est-ce que, par exemple, vous faites allusion à un autre mouvement qu'on voit sur les réseaux sociaux, on y est revenu d'ailleurs dans une des émissions avec Eugénie Bassier. Oui, sur Nicolas qui paye. Sur Nicolas qui absolument. paye. Effectivement, ce compte de Twitter qui dénonce la surcharge fiscale des jeunes trentenaires. Exactement. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, qui a gagné une influence certaine parce qu'il a été relayé par des comptes Twitter. Parce que c'est essentiellement sur Twitter, Nicolas qui paye, qui ont une forte influence, notamment votre consoeur Eugénie Bastier, qui a très vite suivi cette tendance et qui, du coup, on a fait une émission récemment chez vous. Et Twitter est un média suivi par les journalistes et les politiques. Les politiques s'en sont saisis. Et au point même que le député RN Géraud Verny, le 9 avril, a posé une question au gouvernement en mentionnant Nicolas qui paye. Et il se compte sur les réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant de voir que certains mouvements naissent dans l'opinion, sont relayés dans les réseaux sociaux et dans les médias, mais d'autres naissent sur les réseaux sociaux et sont ensuite relayés par les politiques et ensuite dans les médias. Est-ce que ce compte d'ailleurs a joué un rôle sur cette partie on a vu d'ailleurs un tweet là qui concerne l'ADEME, donc qui est l'agence de maîtrise de l'énergie et de la défense de l'environnement. Est-ce que ce compte a joué un rôle dans la séquence que l'on vient de voir, à laquelle on vient d'assister, qu'on a mentionné, absolument, à la fois contre les ZFE et à la fois pour la suspension des éoliennes et des photovoltaïques. Comme vous le disiez, tout ce qui est sujet à accroître la pression fiscale sur les actifs va être relayé par ce compte et dénoncé par ce compte. Sur les ZFE, on ne l'a pas trop vu, mais on commence à le voir sur la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, où le gouvernement annonce 300 milliards d'investissements et se pose la question de qui va payer ces 300 milliards. Eh bien, ce sont vous et moi, c'est-à-dire les contributeurs fiscaux qui payent des impôts, et donc les contribuables, pardon. Et donc là, c'est vous et moi, et du coup, le compte Nicolas s'en émeut vivement. Merci beaucoup, Emmanuel Dubarry. Le sondage Odoxa Backbone Consulting est à retrouver sur le site du Figaro et bien évidemment de Backbone Consulting. Absolument. Et de l'Institut